Cette vidéo est sponsorisée par Galéa Sculpture, votre boutique création en ligne. Gargouilles, dragons et animaux fantastiques librement inspirés des chefs-d'œuvre de l'art médiéval, de fabrication artisanale, statues, boîtes, miroirs ou magnettes sont façonnés à la main par Nathalie, l'artiste créatrice à l'origine de la création de cet univers unique et splendide. Alors n'attendez plus et allez visiter la boutique Galéa Sculpture en suivant le lien en description. Vous bénéficierez de 10% sur l'ensemble des produits avec le code SATSUDIN pour une durée limitée d'1 mois. Alors n'attendez pas. Pour cette rentrée 2022 de Petit SATSUDIN, quoi de plus naturel qu'une nouvelle plongée dans le monde merveilleux du petit linge et de ses prédateurs. Depuis 2 ans que je vous guide dans cet univers étonnant des paraphilies, avouez que nous en avons exploré des vertes et des pas mûres, et qu'entre les fétichistes du pied, des tabliers et des flûtes à bec, le moins qu'on puisse dire est que nous ne sommes pas prisonniers d'un genre. Mais avant de nous étendre un peu plus sur notre phénomène du jour, qui, vous le verrez, méritait qu'on s'y intéresse, laissez-moi répondre à l'une de vos grandes interrogations. Mais où diable trouve-t-il toutes ces informations passionnantes ? Comment fait-il pour être toujours à la pointe de l'investigation? Cet Albert Londres du caleçon a-t-il des informateurs dans toutes les rues sombres et les laveries automatiques? À cela, je répondrai juste PQR. Oui, mes amis, la bonne vieille presse quotidienne régionale, celle qui sait prioriser l'info mieux que personne. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, en France ou ailleurs, avec votre canard local, passer les dispensables pages de politiques internationales et autres balivernes. Vous y trouverez des infos essentielles sur le comice agricole d'à côté, le bal des pompiers borgnes victimes d'attaques de cétoines dorées en opération extérieure, les horaires de la messe et bien sûr, les affaires de vol de linge sur la corde de Madame Martin, 75 ans, inquiète d'être la cible d'un détraqué. Essayez, vous n'en reviendrez pas. Eh bien, il en est de même au Japon. La PQR est une mine d'or inépuisable pour qui s'intéresse aux petits tracas de nos contemporains et se soucie de leur bonne santé mentale. Alors réjouissez-vous, l'histoire de ce jour nous provient en ligne directe de l'une de ces bibles du crapoteux en direct de Setagaya. Vous le savez sans doute, oui vous le savez, Internet a changé la vie des collectionneurs de tous ordres, autrefois obligés d'acheter des magazines spécialisés, de courir les foires et les conventions, ou de se faire un cercle de connaissances, voire d'amis, qui partageaient la même passion. Que ce soit pour les figurines en plastique, les porte-clés, les mèches de cheveux d'Elvis, les vraies épines de la vraie couronne du vrai Christ, ou les sous-vêtements portés par de jeunes jouvencelles ou des vieux routiers, chacun ses goûts. L'avènement des internets libéra le cochon honteux du rouge aux joues que provoquait l'entrée dans l'un de ces antres de la perversion et soulagea force t-shirt d'une sudation intempestive. Hirano Daisuke, 43 ans, ancien manutentionnaire et grand amateur de pop culture, est l'un de ceux qui a su prendre ce virage et même en profiter. Esthète incontestable et collectionneur compulsif, il a d'abord acquis à prix d'or les pièces de vêtements intimes et usagées qui faisaient le bonheur de ses nuits avant de comprendre qu'il pouvait faire profession de cette passion, comme un cuisinier du dimanche ouvre enfin son restaurant ou un chômeur névrotique devient youtubeur. Alors ce staccanoviste du poignet a enfin lâché son vie pour sa souris et créé l'une des premières plateformes d'achat de culottes sales de l'histoire de la toile, aujourd'hui disparue mais dont les trembloteux des mimines se souviendront avec humilité. Hirano, un homme organisé, avait réalisé que les 20 ou 30 000 yens, environ 200 € couvraient largement le prix du tissu et de l'envoi, et que le seul investissement conséquent qui lui restait à faire était celui de la porteuse temporaire du dit vêtement. Et il avait donc commencé à prospecter dans son cercle proche, mais l'idée n'avait que peu séduit ses anciennes collègues et ses cousines de province. Les clients demandant une photo pour attester de l'authenticité de la chose, il n'allait donc pas les porter lui-même.
Il y eut une période où, après maintes petites annonces, il avait trouvé des étudiantes volontaires et besogneuses qui, pour arrondir leur fin de mois, enfilaient du coton à la chaîne, mais les gourgandines devenaient gourmandes et Hirano rognait ses marges un peu plus chaque mois. L'idée de génie, il l'eut un soir de Noël alors que, lassé de ses 5 contre 1, il s'était offert une soirée dans un bordel à 2 rangs à Shinokubo et devisait avec la pro qui lui pompait ses ronds en whisky bas de gamme alors que, soyons honnêtes, il aurait préféré qu'elle pompât autre chose. C'est après avoir honoré la dame que notre jeune entrepreneur eut une idée de génie de celles qui font les grandes civilisations et les révolutions culturelles. Il proposa à la plus très jeune tapineuse de lui racheter sa culotte et lui toucha 2 mots de ses activités ludiques et commerciales. En femme d'affaires, elle ne put qu'accepter cette offre de carrière unique et s'exécuta en posant pour la photo et cédant son dessous pour quelques centaines de yens. Voyant que l'opportunité de faire de l'argent facile lui sautait dessus comme la vérole sur le bac clergé, notre bon Hirano revint encore une fois avec un stock de lingerie, pas bête, et réalisa à nouveau une plus-value d'américain. Bon, il est vrai que le prix de la passe diminuait considérablement le profit et que la dame de petite vertu avait un peu augmenté ses tarifs de portage culottier. D'un commun accord, du plus commercial bien sûr, les 2 complices, enfin surtout un, décidèrent que madame recevrait chaque mois un colis de lingerie dont elle devrait s'occuper, photos à l'appui, et serait payée par virement après qu'elle ait renvoyé le tout au président directeur général. Et la petite affaire commença à tourner comme une chaussette dans un sèche-linge. Bientôt, la demande dépassa l'offre et Hirano dut pousser sa laborieuse petite abeille à fournir encore plus de travail. Qu'à cela ne tienne, l'accord était bel et bon et la belle s'exécuta. D'un colis, ils passèrent à 2, puis à 3, les clients semblaient insatiables et la fournisseur infatigable. L'argent coulait à flot et les fluides corporels aussi pour le plus grand bonheur des 2 associés. Et là, vous sentez que quelque chose va se passer. Si, je sais que vous êtes affûtés comme des lames de patin à glace. Au mois de mai 2022, les médecins généralistes de la région étendue de Setagaya constatèrent une étrange épidémie qu'ils n'avaient plus vue depuis des lustres. En effet, un grand nombre d'hommes, de toutes catégories sociales et de tous âges, venaient consulter pour d'étranges démangeaisons au niveau du bas-ventre et des observations entomologiques étranges dans cette région. En un mot commençant, les mâles de la région étaient infestés de morpions. N'ayant pour la plupart pas d'activité polissonne avec d'autres êtres humains, les médecins leur dirent donc de repenser au linge et aux vêtements qu'ils avaient pu porter ou mettre en contact avec leur anatomie. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un point commun leur fût trouvé, le site de vente de ce brave monsieur Hirano. Sommé de rembourser ses clients, contraints de couvrir leurs dépenses de santé et traînés dans la boue sur les forums spécialisés, oui ça existe, le tycoon du slip dégringola et se retourna vers celle à qui il devait sa chute. La traîtresse avoua avoir sous-traité et délégué l'ouvrage à des filles de la rue aux exigences salariales moindres, mais à l'hygiène parfois discutable. C'en était fini de son rêve de gloire et le Jeff Bezos du calbut crado revint tirer des palettes à l'entrepôt du coin. Moralité... Oui, non, je sais, on va en trouver une. Bon, alors une petite citation de Jean Cocteau et de circonstance alors. La société nomme dépravation le génie des sens et le condamne parce que les sens relèvent de la cour d'assises. Le génie relève de la cour des miracles, la société le laisse vivre, elle ne le prend pas au sérieux. Moi, pas sûr que ça fédère les jeunes, ça Cocteau. Bon, les culottes, si, ça s'appelait à tout le monde. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être me faire un petit billet, moi. Chérie! Ah oui, non, c'est vrai. Quel point commun y a-t-il entre Kishida Fumio et Vladimir Poutine? Alors oui, physiquement, il est vrai que ça ne saute pas aux yeux, je vous l'accorde. Non, je parle là d'un point de moralité tellement ancré en eux qu'ils en ont fait une espèce de marque de fabrique. Vous donnez votre langue au char? Ok, je mets fin à cette insoutenable attente, et bien, voyez-vous, ça va sans doute vous étonner, mais ni l'un ni l'autre ne portent les homosexuels dans leur cœur. Monsieur Kishida, héritier d'une longue tradition homophobe locale, fait d'ailleurs de petites blagounettes à la sortie des conseils des ministres à base de pas de ça chez nous, ou de réflexions tordantes sur un collègue qui n'a pas l'air très viril. Mon beau-père et mes beaux-frères avaient à peu près les mêmes à chaque réunion de famille dans la campagne profonde de Kyushu.
Alors pour monsieur Iwaya Takomi, 45 ans, chauffeur-livreur de son état, vivre une passion androgame au grand jour dans sa petite banlieue de la ville de Imabari était aussi sûr que pour un hérisson de traverser l'autoroute un 15 août. Habitué à cacher ses penchants, qui plus est dans son milieu qui fleure bon la graisse à essieu et le cambouis, Iwaya a vécu la grande révolution des internets comme la promesse d'une délivrance proche et qui sait, d'un bonheur à partager. Certes, la révolution numérique fut aussi celle de sa libido et la consultation gracieuse de milliers de jeunes éphèbes et de pieds-le-papy le comblait, mais rien ne remplace le contact humain et l'esthétique de l'écran ne comble pas tous les vides. Se faisant violence pour apprendre quelques bribes de mauvais anglais, il découvrit avec bonheur que pour quelques milliers de dollars, des anges descendus du ciel pouvaient vous faire trouver l'amour et vous faire quitter l'enfer, pour un paradis de tolérance et de câlins. Un peu perdu dans cet univers de service, le brave homme trouva une petite agence en ligne qui vous mettait en relation avec des âmes esselées et vous promettait l'éternelle félicité. Très vite, il entama la conversation avec Michael, un jeune Anglais de 30 ans qui cherchait à rompre sa solitude et avait quelques inclinaisons pour les hommes de la lointaine Asie. En homme honnête, Iwaya s'était acquitté des 300 000 yens, environ 2000 € de droits d'entrée, enfin dans l'agence pour l'instant, et devisait chaque jour avec celui qui faisait battre son cœur, traduisant électroniquement les déclarations enflammées de son très cher. Et très cher, effectivement, il devait le devenir. Après quelques semaines de clavardage quotidien, notre routier amoureux commença à se poser la grande question de l'avenir à deux, poussé par son correspondant qui brûlait d'envie de le rencontrer. Mais dans ce bas monde, tout a un prix, même l'amour. L'agence lui indiqua poliment qu'elle pouvait se charger de les faire se rencontrer et même d'organiser son voyage jusqu'en Angleterre, une aubaine pour celui qui n'avait même jamais réussi à payer ses factures en ligne. Michael, lui, l'incitait un peu plus chaque jour à franchir le pas et lui disait comme ils seraient heureux ensemble dans un petit cottage de la campagne anglaise. Alors, un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil et Iwaya a pris sa décision, ce serait Michael ou rien. Il avait des économies et quel meilleur moyen de les dépenser que cette route fleurie vers le bonheur. Il paya 300 000 yens supplémentaires pour la mise en relation directe et la communication des coordonnées personnelles de son amoureux qui, il est vrai, avait toujours refusé de les lui donner, sans doute ce que l'on appelle la pudeur britannique. Moyennant 500 000 yens, environ 3 500 €, la divine agence commençait à se charger du voyage et préparait billets et formalités. Le pauvre Michael, lui, et c'est quand même ballot, avait des problèmes avec son vieux père diabétique qui ne pouvait se payer un traitement digne de ce nom. Pour assumer son rôle de fils, il allait devoir reprendre un dur travail de nuit et ne pourrait sans doute pas aller accueillir Iwaya à l'aéroport. À moins que celui-ci ne puisse l'aider, mais il n'osait le lui demander. Il osa. Affolé à l'idée que son bonheur puisse être décalé, il envoya 600 000 yens, environ 4 000 € à son amoureux pour aider son pauvre papa, et ainsi accélérer leur rencontre tant attendue. Le départ était proche, le chauffeur n'y tenait plus, il avait gardé son projet secret pour éviter les colibés de ses collègues et la répudiation de ses parents, mais déjà, sur les conseils de son chéri, vendait ses affaires et vidait ses comptes pour être prêt au bonheur à venir. Un petit pépin de papier pop et hop, 500 € de mieux. Michael ne peut pas accueillir son petit cœur dans son vieil appartement de Londres. Qu'à cela ne tienne, achetons déjà cette maison dont nous rêvons. Début août, Iwaya est presque prêt à entrer de plein pied dans la vie et à méticuleusement préparer son avenir avec le plus grand sérieux. Celui qu'il aime et qui, n'en doutons point, est fou de lui, a acheté une petite maison près de Birmingham grâce aux 80 000 € qui lui restaient sur son compte et qui lui a envoyé, et là, il s'apprête à vendre sa voiture et récupérer la caution de son appartement pour partir avec un peu d'argent, car il le sait, il risque d'en avoir besoin avant de trouver un travail. Bon, l'agence s'est occupée de tout concernant son visa et les formalités, mais tout de même. Et enfin, le jour tant espéré arriva. Le train pour Tokyo, puis l'aéroport de Narita, sa seule valise en main, l'avion pour Heathrow et l'arrivée, le cœur battant et les yeux à la recherche de son amoureux qui doit l'attendre là. Ou là. Peut-être là alors? Ah non. Iwaya a attendu des heures, mais Michael n'est jamais venu. Ni le numéro de téléphone qu'il lui avait donné, ni l'adresse n'étaient valides et, bizarrement, son profil sur le site de rencontre avait disparu. Avec le site d'ailleurs. Vous remarquerez qu'à aucun moment je ne vous ai parlé de cet instant où tout bascule, car pour une fois, tout avait basculé dès le début.
Rapatrié avec le peu d'argent qui lui restait, Iwaya a d'abord cherché à comprendre ce qui lui arrivait avant de porter plainte. Sans emploi, sans logement, sans argent et outé de force par la médiatisation locale de son affaire, il cherche maintenant à oublier toute cette histoire et est parti s'installer à Tokyo où, d'après ce que lui ont dit ses amis, il est peut-être plus facile de vivre sa différence. Côté enquête, eh bien, ça avance. La brigade anti-cybercriminalité vient d'ajouter ce cas aux centaines d'autres visant hommes et femmes et émanant tout droit des webcafés d'Abidjan. Face à la grande détresse sentimentale et affective que connaît le Japon depuis des années, le pays est devenu l'une des cibles principales de ceux que l'on appelle les brouteurs et qui n'hésitent pas à tout faire perdre à des gens qui espèrent juste le bonheur. Les cas de suicide se multiplient suite à ce genre d'affaires et malgré la volonté ferme des autorités à lutter contre ce phénomène, rien n'empêchera celui ou celle qui rêve de rêver jusqu'au cauchemar. Oh zut, la conclusion n'est pas drôle et l'histoire non plus d'ailleurs. Allez, on va me détester, m'envoyer des escargots morts dans la rue pour avoir gâché l'espoir de rigolade de tout un peuple. Allez, promis, je serai plus drôle la prochaine fois. Chérie! Ah ben non, c'est vrai. Connaissez-vous l'expression papakatsu? Rien à voir avec les tonkatsu et non, ça ne se mange pas, quoique. Eh bien au Japon, ce petit sobriquet tout choupinou désigne de vieux messieurs fortunés qui entretiennent des jeunes, voire des très jeunes femmes en échange de faveurs intimes et d'une exposition publique, souvent pour maintenir une image de mâle séducteur et toujours vert. Le vieux fourneau fournit argent, articles de marque, séjours dans les hôtels de luxe et autres frivolités contre quelques instants de félicité sensuelle arrosée de champagne. Enfin, ça c'est sur le papier car dans les faits, ce que l'on appelle les sugar daddies dans d'autres pays sont assez loin de l'image désuète et charmante que certains peuvent en avoir, tout du moins au Japon. Comme pour toute activité localisée en dessous de la ceinture, l'avènement des internets a rebattu les cartes et chaque spécialité a son réseau dédié. Si vous suivez cette rubrique régulièrement, vous êtes bien placé pour le savoir. Alors quittons un peu le monde merveilleux de la bonneterie pour celui plus crapoteux des têtes chenues et des ventripotents fortunés en quête de juvénile compagnie. Dans la vie, nous ne sommes pas tous égaux devant l'entrepreneuriat et la réussite à tout prix. Certains rêvent de servir leurs contemporains au mépris du profit, et d'autres se voient déjà en haut de l'affiche dès le collège, la longueur des dents dépendant souvent du milieu d'origine. Eriko, 16 ans, lycéenne dans l'arrondissement de Shinagawa, à Tokyo, fait partie des jeunes filles au crochet qui rayent les tatamis, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu un début de carrière fulgurant qui n'a rien à envier à Bonnie Parker. Très au fait des choses de ce monde, mais aussi et surtout de ce que les garçons et les hommes attendent plus que tout, elle a dès son plus jeune âge cultivé l'art de la séduction, d'abord pour les goûters de ses camarades de classe, puis pour qu'on lui porte son cartable et, le collège atteint, contre quelques œillades et un baiser sur la joue pour obtenir quelques accessoires et vêtements de marque de garçons morts d'amour aux yeux exorbités. Jolie et séductrice par nature, elle avait su se créer une petite cour qui, dès la fin du collège, était à sa botte et dont le secret espoir d'obtenir ses faveurs lui obéissait au doigt et à l'œil. Les trois garçons de son entourage scolaire qui se mouraient d'amour pour elle lui présentèrent des amis plus âgés qui tombèrent dingues de la belle et là aussi elle joua de ses promesses d'amour pour en faire des alliés sûrs. Les gugus, pas très portés sur la légalité, allaient régulièrement faire des razzias dans les centres commerciaux pour lui ramener sa liste de courses très Dior et Chanel contre un moment seul avec elle ou une main tenue en public. Autour de la jeune fille, quelques camarades du même sexe avaient choisi un moyen qui ne lui plaisait que peu, vendre leur charme à des messieurs contre de l'argent sonnant et trébuchant ou contre quelques babioles de couturiers, le tout via des applications dédiées. Pas qu'elle eût quoi que ce soit contre l'idée en soi, non, c'était le récit des nuits lubriques que ses amis passaient avec des vieillards kakoshim qui la dégoûtaient plus tôt. Souvent, lorsque le client était plus jeune, il était aussi plus tordu et il n'était pas rare qu'une fille reprenne le lycée le lundi matin avec quelques bleus ou quelques brûlures. Et ça, Eriko ne l'acceptait pas. Si d'aucuns pouvaient douter de sa moralité, pas moi je vous rassure, il était clairement établi que les vieux grisons pédos n'étaient pas dans la liste de ses amitiés. Car oui, un homme de 40 ou 60 ans qui couche avec une fille de 16 ans est un pédocriminel qui doit pourrir dans un cachot humide, à boire l'eau croupie et à manger le pain d'angoisse, je vous le rappelle. Assoiffée d'argent et de justice, la jeune roublarde eut alors une idée de génie pour délester les antiques lubriques de leur talbin sans mettre la main à la pâte.
Elle le savait, le pédo des internets est méfiant et envoyer ses lieutenants n'a pas été une mauvaise idée, alors telle une Jeanne d'Arc de l'arnaque, elle ouvrit un profil sur la plus grosse plateforme de Papakatsu et y afficha son joli minois et son âge, 16 ans, en gros chiffres dans l'annonce. Moins de 5 minutes plus tard, une centaine de messages étaient arrivés dans sa boîte et, bien sûr, les vieilles ganaches lui promettaient déjà des montagnes d'or contre son innocence. De tels pigeons avec les patates au fond du filet étaient décidément une aubaine. Elle le prendrait bien aux abois, mais pas trop vieux pour ne pas le faire claquer d'un infarctus au moment de la surprise, car oui, il y aurait une surprise. En accord avec Frère Tuck et Petit Jean, elle avait mis son plan au point et les fidèles compagnons étaient prêts à l'action. Une fois le ramier quadrillé, elle entama la conversation et échangea quelques photos un peu coquines mais jamais indécentes, à la seule demande du trentenaire en rut qui lui précisait bien à chaque échange qu'elle avait 16 ans. Son dossier monté... je vois que vous commencez à comprendre. Son dossier monté donc, elle donna rendez-vous au gogo lui répétant à quel point elle avait envie de le voir lui seul et de faire un tour en voiture, pourquoi pas, dans les bois de Kawasaki. C'était tellement romantique et isolé comme endroit. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa vigilance. Rendez-vous fut pris devant la grande station de Shinagawa, et Rico rentra dans la belle voiture allemande du monsieur et tous deux partirent vers de plus vertes allées. Leur filant le train, ses 5 compagnons entassés dans une vieille Mazda ne perdaient rien de l'itinéraire. Un petit supplément persuasif en forme de batte de baseball dans le coffre, ils cheminaient vers la fortune filochant leur patronne en jupon. La berline noire se gara dans une allée isolée et les sacripants quelques mètres derrière, à l'abri des fourrés. Enrico, en pleine maîtrise de son art, descendit se dégourdir les jambes avant que les vilaines pattes poilues du satyre ne se posent sur elle. Le pigeon immonde, bien décidé à violer une enfant, ouvrit son coffre et en sortit une bouteille de whisky, du soda et 2 verres. Jouant le jeu de la sûreté, la jeune justicière lui demanda de la payer d'avance, 40 000 yens tout de suite comme convenu. Le criminel avait le morlingue aussi gonflé que son falzar et sortit les images sans broncher. Mais voilà, la princesse des voleurs siffla et de rechef ses 5 compagnons sortirent de nulle part, fiers et triomphants. Ils commencèrent par le prendre en photo, puis le soulagèrent de tous ses billets qui alourdissaient ses poches. Elle, lui montrant leurs échanges sur son téléphone, répétait en boucle cette incantation magique redoutable « 16 ans mec, j'ai 16 ans », avec en prime des photos de l'immonde avec sa femme et ses enfants trouvés sur les réseaux sociaux. Il put repartir en métro après avoir fait quelques courses chez Vuitton et Hermès et donner son bolide teuton aux joyeux compagnons. Comme l'avait dit Enrico, un mot aux archers du roi et sa femme auraient du courrier. Mais voilà, le salaud est vil et c'est pour ça que c'est un salaud. Toute honte bue, le pédo signala la petite troupe à la flicaille et l'on vint les cueillir à la sortie du nid. L'affreux avait inventé une belle histoire de malandrin pour sa femme et la police, mais Enrico, perdu pour perdu, déballa toute la vilaine salade devant leur nez. Ils avaient violé la loi, certes, mais avec honneur et panache, et quoi qu'il arrive, le pédocriminel aurait bien des ennuis avec maman et la justice des hommes. Moralité, quand Papy Pédo te donne rendez-vous, vas-y avec ton crew, enfin, un truc du genre, il faut que je peaufine. Bon, un peu de morale dans cette rubrique de tordu, c'est pas mal, hein. Comment ça, elle aurait pu juste le dénoncer? Ah ouais, enfin bon, c'est pas drôle, c'est plus drôle de dépouiller les pédos, moi je préfère. Croyez-moi, je ne fais pas un métier facile. Je voudrais vous y voir vous éplucher des canards locaux pour y dégoter des exploits cosmiques de comiques paraphiliques. Car oui les amis, depuis 1902 et les travaux du bon docteur Friedrich Salomon Krauss, qui avait le nom d'une spécialité culinaire bavaroise et s'occupait autant des amateurs de tétons que des teutons mateurs, on ne dit plus perversion mais paraphilie. Le mot pervers revêt en effet une connotation très négative et salit l'image et la réputation du nécrophile qui n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre un nécrophile et un bain de mer? Non? Eh bien au début elle est un peu froide et puis on s'habitue et on se sent bien dedans. Voilà, en ces périodes de retour en affection pour les fictions assassines, vous pourrez la raconter à votre grand-mère quand vous lui montrerez la série Dahmer. Il ne vous reste plus qu'à faire preuve d'imagination et créer vous-même vos blagounettes sur les fétichistes, les voyeurs et autres amateurs de l'écrasement génital avec un Fiat Multipla. Envoyez-moi vos meilleures blagues et gagnez un week-end dans la cave de maîtresse Dominia.
Plaisanterie mise à part, plongeons-nous dans les travaux de Herr Dr. Krauss et de son sémillant collègue, aussi germain que lui, le brillant et moustachu Richard von Krafft-Ebing, qui, dans son best-seller Psychopathia Sexualis, paru en 1886, année pluvieuse et pas terrible pour les vins de Bourgogne, nous dressait un état des lieux des pratiques sexuelles déviantes, donc à l'époque, environ 99% du catalogue. Pour mémoire, 100 ans plus tard, c'est de cet ouvrage dont s'est inspiré le philosophe français Michel, on ferait bien de ne pas l'oublier. Alors quid des paraphilies, me direz-vous? Quand est-ce que cet abruti va cesser de nous débiter des balivernes aussi grosses que ma boîte à pièces jaunes? J'y viens, mes bons amis, j'y viens. Dans les travaux de tous ces grands penseurs de la braguette, une distinction élémentaire, comme le niveau d'étude de Morandini, se détache. Les paraphilies qui portent atteinte à l'intégrité de l'autre, qui me donneraient plutôt des idées génocidaires en application locale, et les autres, les rigolotes. Parce que oui, si je m'abstiens volontiers de me fendre la pipe en présence d'un Marc Dutroux, il m'est agréable de glousser comme un poulet de Bresse avant la douche lorsque je me délecte des aventures culottées des amateurs de petons. Et après cette introduction interminable, rien à voir avec une partouze de loser, c'est un nouveau chapitre du grand livre des paraphilies que je voudrais ouvrir avec vous aujourd'hui. Je le sais, vous êtes nombreux à voler les culottes de vos cousines, les chaussettes d'une vieille amie ou les escarpins de votre boulangère pour vous accompagner pendant vos longues soirées d'hiver. Non? Ah bah ça doit être moi alors. Mais n'avez-vous jamais été troublé par le délicat plastique d'un poncho de pluie, par la texture orgasmique d'un ciré jaune, ou par l'indéfinissable érotisme d'un kawaii? Non? Bizarre, parce que Monsieur Yoda Yoshio, 51 ans, livreur de journaux à Osaka, lui, oui, et c'est même ce qui a causé sa chute. Mais revenons un peu aux sources du problème. En 2009, le jeune Yoshio était dans la force de l'âge, et quoi de plus naturel que de maîtriser la force quand on s'appelle Yoda après tout. Mais malgré une belle détermination à chercher l'âme sœur, il restait désespérément célibataire et même, disons-le tout net, vierge. Avec un physique atypique, dirais-je, pour ne m'attirer les foudres de personne, il avait connu le regard dégoûté des filles depuis que son système hormonal le poussait à la reproduction sexuée et s'était réfugié dans la littérature boulière alternative, souvent très inventive. Il avait eu sa période textile, durant laquelle il investissait dans du petit linge porté, sa phase godasse et herpion qui le conduisit parfois à dérober de l'escarpin pour étrangler le borgne, mais jamais de licher du nougat, ultime frustration. Alors dépité mais novateur, il se découvrit une passion érotique pour le linge de dessus et même pour celui que l'on met par-dessus le linge de dessus. En effet, mes prudes amis, quoi de plus érotique qu'une femme en kawaii, quoi de plus troublant qu'une ménagère en poncho plastique rose? Je vous le demande. Non, en fait, je m'en fiche, c'est une question rhétorique. Alors, dès 2009, Yoda, passé maître dans l'art du vol d'imperméable, avait développé sa technique de chasse et traqué le plastique et la fibre synthétique dans les sacoches des vélos pour mieux vider les siennes. Il repérait une femme chevauchant son destrier de métal, chasuble chamarré sur le dos et la suivait jusqu'à son terminus. Attendait que la belle range son vêtement sur son porte-bagages ou dans la petite sacoche prévue à cet effet, comme il est d'usage au Japon, et hop! Comme un lion redoutable fondant sur la frêle gazelle, il se saisissait du vêtement et rentrait bien vite à sa maison pour que les douces effluves de sa victime ne s'évaporent pas et... Enfin, vous devinez la suite. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et tout Yoda que vous êtes, si vous vous attaquez à l'Empire, même d'essence, ce dernier contre-attaque. Ok, j'arrête, c'est lourd. Sa chute, il l'a connue en septembre 2022, après 13 ans de bons et loyaux services et une prise de risque inconsidérée lors de sa dernière rapine. Envieux devant un modèle unique porté par une belle quinquagénaire, il s'introduisit dans un centre commercial, à défaut d'autre chose, et tenta de dérober le vêtement de pluie dans le sac de la dame. Il n'en fallut pas moins pour que notre belle police, toujours aux aguets, ne prenne le malandrin sur le fait et ne le confonde. Lors de l'inévitable perquisition, on retrouva 360 imperméables, ponchos et manteaux de pluie soigneusement pliés et rangés dans sa chambre, et d'autres accessoires que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Mis en examen pour vol répété, Yoda risque 2 ans de prison, mais n'en doutons pas, lorsqu'il sortira, nous assisterons au retour du Moralité, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme elle est toute mouillée. Bon,
C'était bien aujourd'hui, un peu pénible, avec les calembours sur la guerre des étoiles. En plus, j'aime pas ça. Oh, en fait, zut, on m'entend là. J'ai intérêt à préparer mon parapluie à insulte, tiens. Tiens, c'est joli un parapluie. Il est tout brodé celui-là. Viens ici, toi.